Nous avons aussi un désarmement historique, je veux dire culturel. Nous sommes le pays qui a fait campagne pour interdire à l'Europe de reconnaître ses racines chrétiennes. Nous sommes le pays qui a une conception de la laïcité tellement devenue folle qu'il ne veut pas reconnaître que la France a été faite par le christianisme et par l'Église. Au départ, la laïcité, on pouvait tout à fait légitimer la laïcité contre le cléricalisme, contre le pouvoir de l'Église dans l'État. Tout ça se défendait intellectuellement et politiquement. On pouvait même défendre la laïcité, qui était une conception de la discrétion des religions dans l'espace public pour préserver la paix publique. Après tout, moi j'ai encore grandi, et je n'ai pas 120 ans, contrairement aux apparences, j'ai encore grandi dans un pays où, quand j'étais petit, dans les années 60, personne n'affichait ostensiblement sa religion. Ça nous paraissait tous normal. C'était une conception saine de la laïcité qui reposait sur la discrétion des religions dans l'espace public. Tout ça est terminé. Et en même temps, nous sommes le pays qui avons une conception tellement folle de la liberté individuelle que nous avons renoncé à défendre notre modèle collectif, uniquement au nom de la liberté individuelle, au nom d'une certaine conception complètement jusque-boutiste de la liberté de chacun, au nom d'une conception complètement folle de ce qu'on appelle avec emphase les droits de l'homme ou l'état de droit. Il faut bien que vous compreniez, quand vous entendez ces mots, qu'on vous raconte n'importe quoi. Ou plutôt, qu'on vous raconte quelque chose qui n'existait pas il y a encore 40 ans. Les mots n'ont plus le même sens. On a beaucoup glosé sur les droits de l'homme depuis la déclaration de la Révolution française. J'ai relu pour ma chronique hebdomadaire dans le Figaro le texte tout à fait admirable de l'anglais Burke sur justement la déclaration des droits de l'homme, qu'il est un des premiers à voir tous les dangers qu'elle recelait, tous les paradoxes et toutes les conséquences funestes qu'elle pouvait avoir. Il avait très bien vu comment cette déclaration des droits de l'homme allait déstructurer chaque homme, comment il allait l'arracher à ses racines, à ses traditions. Mais encore sous la Révolution française, c'est une conception assez équilibrée. C'est-à-dire qu'on parle de déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout une conception du collectif qui corrige la seule autonomie de l'individu. Le citoyen étant là pour rappeler qu'on n'est libre que dans le cadre de la participation au pouvoir de tous, de la République, et qu'on garde un certain sens commun, un certain sens de l'intérêt général. Ça, c'est la conception traditionnelle républicaine, qui tente encore de faire la synthèse entre les droits de l'homme, stricto sensu, et la citoyenneté républicaine et la participation au pouvoir. Aujourd'hui, nous vivons sur les mêmes mots. Les mots n'ont pas changé. Les mots sont toujours déclaration des droits de l'homme, on oublie de citoyen, et état de droit. L'état de droit, au début, c'est simplement l'habeas corpus, c'est-à-dire le fait de se protéger d'un pouvoir excessif, d'un pouvoir qui vous enverrait à la Bastille pour 3 fois rien. C'est ça l'état de droit. Aujourd'hui, les droits de l'homme et l'état de droit, c'est pour permettre uniquement aux individus de revendiquer tout et n'importe quoi, et de s'autoriser tout et n'importe quoi, et la société doit se soumettre à ses caprices. On l'a vu il y a encore 3 ans avec cette trouvaille admirable du mariage pour tous. Si vous voulez, on voit bien que là, on arrive aux limites extrêmes des pseudo-droits de l'homme. C'est-à-dire que les droits de l'homme sont devenus le caprice de chacun,
de faire ce qu'il veut, de demander ce qu'il veut, même d'exiger n'importe quoi. Je veux un enfant, oui, tu vas l'acheter sur catalogue, et voilà, c'est très bien. Nous en sommes là. Et dans cette société-là, dans cette société régie par les droits de l'homme, que les juges qui se prennent pour les prophètes de la nouvelle religion des droits de l'homme, les grands juges, le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, au-dessus d'eux, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice européenne, tous ces gens-là sont les prophètes de cette nouvelle religion, et ils passent leur temps à imposer à la société qu'elle se soumette aux droits de chaque individu. Et c'est dans cette société-là qu'arrive l'islam. C'est le nitrate et la glycérine. C'est-à-dire que dans cette société complètement déstructurée par un individualisme roi jusqu'au caprice, vous avez la dernière structure holiste, disait-on dans ma jeunesse, c'est-à-dire où le collectif prime sur l'individu, où le sociétal prime sur la personne, où la personne est niée au nom des droits de la structure collective et au-dessus de la structure collective de Dieu, c'est-à-dire que le Dieu impose à la personne une soumission absolue, d'ailleurs islam veut dire soumission, nous avons cette structure-là qui vient percuter notre société individualiste folle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez une structure holiste qui donne un ordre à un individu, met un voile, et que cet individu vient dire à la société individualiste, mais c'est le droit de l'individu de mettre un voile, voyons. Vous ne pouvez pas interdire à un individu sa liberté, puisque vous n'interdisez pas à un homosexuel d'avoir un enfant. Un peu de logique. Qu'est-ce qui se passe? Le juge dit, mais vous avez tout à fait raison, madame, vous pouvez mettre un voile, vous pouvez mettre un burkini, vous pouvez imposer les signes d'une structure collective au nom de l'individu.